Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Ce jeudi, il s'agit de la suite du live que nous avons enregistré le 26 mai dernier au Kinépolis de Bruxelles. Alors dans cette deuxième partie du podcast que nous enregistrons aujourd'hui à Kinépolis, on avait envie de donner la parole à deux experts. On aime bien donc, comme je vous le disais dans l'introduction, faire appel à eux quand on comprend pas certains termes, quand on a besoin de prendre de la distance, de l'analyse, quand il y a des nouvelles tendances comme les crypto-monnaies qui arrivent pour savoir ce que eux en pensent, pour mieux informer nos lecteurs, nos auditeurs. Alors ici, on a invité Michel Ernst, stratégiste de renom, à la carrière aussi longue qu'un prospectus d'IPO. Et il est même considéré comme un des pères fondateurs du Belvint, parce qu'il y a de ça une trentaine d'années, un peu plus que 30 ans, on avait fait appel à vous et à d'autres experts de la finance pour composer l'indice vedette de la bourse de Bruxelles. Bonjour Michel. Bonjour Salim. Et à côté de Michel, c'est mon chef. C'est Bruno Ravescott. Donc je vous le disais, c'est l'œil de la rédaction de l'Écho sur les marchés. Donc tous les jours, il suit les marchés financiers pour guider un peu les angles de nos articles, pour hiérarchiser aussi l'information financière. À chaque jour qu'il y a une séance en bourse, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, notamment, notre hôte Kinépolis gagnait plus de 10% en début de séance. Et Bruno m'a même envoyé un message. T'es sûr qu'il n'y a que 100 personnes qui viennent à ton événement? Parce que je crois que grâce à toi, l'action de Kinépolis prend 10%. C'est plus ou moins ça que tu m'as dit. En début de séance, ça a commencé avec effectivement plus 10%. C'était un peu moins à la fin de la journée, mais quand même, je crois, une plus belle hausse journalière sur plus de 3 ans quand même. Ouais, c'était la plus belle hausse depuis 2022. Merci en tout cas Bruno et Michel de vous prêter au jeu de Tracker. Alors la première question, elle est pour Michel. D'abord, quelle est votre réaction à ce qui a été dit dans la première partie, ce qu'on a entendu? J'ai retenu plusieurs choses, notamment, comme disait Adrian, je crois que la première chose, c'est l'expérience. On apprend beaucoup sur le terrain, je dirais, parce que j'ai été à l'UNIF, j'ai fait sciences éco, licence et maîtrise, j'ai travaillé 3 ans à l'UNIF. Tout ça, c'est très bien, mais la théorie, ça n'a rien à voir, je dirais, ou peu à voir avec le terrain. Donc, j'ai beaucoup appris sur le terrain. J'ai fait aussi des erreurs. Je suis spécialiste boursier et j'ai toujours dit durant ma carrière, que ce soit quand je voyais des grands clients en Europe ou aux États-Unis, des grands clients dits institutionnels ou les privés les dernières années, je vais vous donner 10 idées ou 100 idées. Et sur les 10 idées, je pense qu'il y aura 7 ou 8 bonnes et 2 ou 3 mauvaises. Et moi, mon but, évidemment, c'est sur les 7 à 8 bonnes de faire une plus-value qui dépasse largement la perte qu'on fait sur le deux. Parce qu'il est impossible, il faut être sérieux, il est impossible en bourse de toujours gagner, de toujours avoir raison. C'est impossible. Celui qui dit ça, c'est un escroc ou un menteur. Je dirais les plus grands capitaines d'industrie, on a eu Albert Frère en Belgique, récemment Warren Buffett, qui a annoncé sa mise à la retraite à 94 ans. Et j'avais été interviewé par Canal Z à ce sujet. C'est des gens, eux-mêmes disaient, oui, on a fait des erreurs, on peut pas toujours gagner, c'est impossible. Donc on apprend. Et j'ai beaucoup appris aussi, et je dirais que c'est vrai, quand j'entends des nouveaux investisseurs, des nouveaux mondes d'investissement, par exemple comme les cryptos, je dis ok, oui, c'est très bien, mais comme le dit l'adage, c'est dans la tempête qu'on reconnaît les meilleurs capitaines. Si vous voulez, sur les 100 dernières années, il y a eu 5 grands cracks sur le marché financier. 1929, 1987, 2000, 2008 et 2020, le crash éclair. Dans l'expérience que j'ai eue, à part celui de 29, je ne suis pas si âgé que ça, les 4 autres, je les ai connus. Et dans ces 4 crashs, j'ai appris quelque chose. Et, disons, ça m'a toujours permis, après, de rebondir et d'apprendre et de retenir des erreurs que vous pouvez faire dans ces crashs. Par exemple, j'ai retenu du crash de 2000 qu'on a appelé le crash de la bulle technologique. Et ça, c'était faux aussi. Quelque part, je dirais, malheureusement, ça me rappelle un peu parfois ce qu'on voit maintenant sur les cryptos. À l'époque, fin des années 90, j'ai vu les actions technologiques, c'était la folie totale.
Il y a des actions technologiques qui étaient valorisées à 200-300 fois les bénéfices, folie totale. Il y a même des actions qui étaient valorisées même pas en termes de bénéfices, en termes de chiffre d'affaires, qui ne faisaient pas de bénéfices. Et à l'époque, j'avais dit à des clients, mais c'est de la folie, j'étais analyste financier de formation, c'est pas possible, matériellement, cartésiennement, c'est pas possible. Les gens achetaient quand même. Et puis il y a eu le crash, et on s'est rendu compte, qu'il y a au moment des sommets qui sont inatteignables. Le fameux adage, the sky is the limit, est bien là. Et donc, il faut apprendre ce genre de choses. Et j'ai aussi, disons, l'expérience, quelque chose, j'ai toujours été considéré comme, on dit en anglais, cold fish, c'est-à-dire quelqu'un qui a du sang-froid. Je pense que dans les marchés, quels qu'ils soient, que ce soit les obligations, les actions, les cryptos, etc., il faut garder son sang-froid. Il y a des crashs, il y aura des crashs, il y en aura encore. Et il faut garder son sang-froid. D'ailleurs, j'avoue personnellement, moi-même, j'investis pas mal sur les marchés financiers, en bourse en particulier. Les meilleures affaires, je les ai fait dans les crashs. Je vais être cynique. Les meilleurs coups que j'ai fait les dernières années, c'était par exemple quand les marchés ont eu le crash éclair en 2020, quand tout le monde, enfin certains économistes en tout cas voyaient comme Roubini l'économie s'effondrer, les actions s'effondrer. Moi j'avoue, j'ai acheté des Microsoft, des Nvidia, etc. à ce moment-là. C'est les meilleurs cours d'achat que j'ai fait. Donc dans les moments de panique, c'est souvent là qu'on fait les meilleures affaires. Alors Bruno et moi, on a vécu 2 crises essentiellement, et la dernière c'était ensemble, le flash crash du Covid. Depuis lors, il y a une tendance quand même claire qu'on constate rien qu'en voyant qui lit nos articles, qui écoute nos podcasts, c'est la démocratisation de l'investissement. Bruno, toi, par rapport à cette démocratisation de l'investissement, si tu devais pointer du positif et du négatif, qu'est-ce que tu y vois ? J'y vois certainement les deux, du positif et peut-être du moins positif. Le positif, c'est que voilà, derrière démocratisation, c'est le fait que les marchés financiers deviennent plus accessibles, et ça, c'est une bonne chose. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est assez récent, cette accessibilité, qui est surtout liée effectivement... On a parlé de ces plateformes aux États-Unis, Robinhood, 2020, oui, ça a été lancé et mis en bourse d'ailleurs. Et depuis lors, on a Rebel de Belfius en Belgique, il y a KeyTrade, il y a d'autres noms. Mais effectivement, pouvoir investir sur un smartphone, ça a évidemment changé énormément de choses. L'aspect moins positif, effectivement, c'est que voilà, ça donne, tout est possible. Et la prise de risque inconsidérée est possible aussi. Alors on le fait régulièrement dans nos podcasts, c'est ce qu'on appelle des disclaimers. Donc faut vraiment savoir que avec les outils qui sont développés actuellement par l'industrie financière, monsieur, madame, tout le monde peut se positionner sur des produits très dangereux, très risqués qui avant, il y avait plein de garde-fous qu'il fallait passer, il fallait montrer patte blanche. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Pour continuer la discussion, on a besoin de vous, on a besoin que vous répondiez encore à un sondage. On aimerait bien voir ce qui se cache dans votre portefeuille d'investisseuse ou d'investisseur. C'est donc ce sondage, dans quoi investissez-vous ? On a volontairement, je vois tout de suite les ETF, on a volontairement mis des classes d'actifs très populaires, donc les ETF, les actions, les fonds, la crypto, les obligations, les matières premières ou les devises. Donc on voit un ETF action, le match, des produits très populaires. On sent que les fonds font de la résistance. Pas très en ligne parce qu'en fait on n'a pas mis par exemple les produits d'assurance qui sont un des produits les plus populaires en Belgique. Alors quand on voit aujourd'hui ce sondage où les ETF, les actions sont très hauts dans le classement, on pense tout de suite à des grands titres de Wall Street dans un secteur particulier qui est le secteur de la technologie qui, on l'annonçait à chaque record, on disait c'était l'ultime record et ça continuait. Ces 2 dernières séances, donc vendredi et aujourd'hui, on a eu un petit condensé de ce qui se passe sur les marchés depuis que Donald Trump est réélu président des États-Unis. C'est énormément de volatilité, énormément de changements de direction, et ces actions
tech qui ont vraiment maintenant, c'est des capitalisations immenses, c'est des milliers de milliards de dollars de capitalisation qui sont des mastodontes qu'on voit parfois vaciller, perdre des 10%, des 15% et mettre des gros indices comme le S&P 500 en porte-à-faux. Quel est votre regard par rapport à cette ultra-dominance des actions technologiques dans le portefeuille des investisseurs? En fait, je dirais quelque part, c'est logique. J'ai déjà fait le calcul aux différentes conférences. Si on prend effectivement le principal indice américain, le S&P 500, qui est le principal indice mondial, vu que la bourse américaine domine tous les marchés boursiers, en fait, de manière minimale, la technologie représente 28% du S&P 500. Mais si on élargit le spectre à des sociétés qui sont a priori pas technologiques, je pense à Tesla ou Amazon par exemple, on arrive à 40% de sociétés technologiques sur le marché boursier américain. Donc il est logique évidemment que ce soit ce secteur qui donne le là, je dirais, aux investissements. Alors c'est vrai qu'on me dit parfois, mais enfin Michel, Amazon c'est de l'e-commerce. Je dis oui, mais il faut regarder ce que c'est. Il faut savoir par exemple qu'Amazon, c'est la société qui a la recherche et développement le plus importante au monde, 75 milliards par an. Ils font plus que Apple, etc. C'est une société aussi qui a environ installé dans ses entrepôts près de 750 000 robots. Ils sont en train de tester maintenant des robots humanoïdes. C'est une société aussi ultra technologique. Donc, c'est logique qu'elle soit effectivement dans... donc, 40% de technologie aux États-Unis. Donc, c'est normal, évidemment, que ce soit ce secteur. Et on l'a vu les dernières années, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelait les 7 magnifiques. Donc, Tesla, Microsoft, Nvidia, etc. Et c'est eux vraiment qui ont donné le là, qui ont tiré les marchés boursiers. Mais par contre, on voit cette année, effectivement, qu'ils sont tout à fait à la traîne. Pourquoi, effectivement? Parce que, notamment, Trump y a mis son grain de sel. On vient de voir l'exemple très récent. Trump veut rapatrier, en tout cas, un fantasme, je dirais, sur le fait de tout rapatrier aux États-Unis, et menace, par exemple, Apple de les imposer de taxes de 25% minimum sur les iPhones s'ils ne rapatrient pas tout aux États-Unis. D'abord, c'est délirant. C'est délirant. J'ai vu des études récemment qui disaient que si effectivement, Apple était obligé de ne plus fabriquer ses iPhones en Chine, mais aux États-Unis, un iPhone coûterait entre 2 000 et 3 500 $. Qui va aller payer ce prix-là pour... enfin bref, c'est de la folie totale. On a vu aussi avec Tesla, évidemment, que suite aux droits de douane, il ne faut pas oublier que beaucoup de Tesla aussi sont produites à l'étranger. Mais Musk est le grand copain de Trump et est très ennuyé. On voit le cours de Tesla qui s'est effondré. D'autant qu'en plus, malheureusement, Musk a eu des attitudes, je dirais, extrémistes qui n'ont pas aidé. Beaucoup de gens maintenant ne veulent pas acheter des Tesla parce qu'ils pensent, je pense à juste raison, que Musk est d'extrême droite. Et donc, on voit une série de valeurs aussi à Nvidia. Je dirais Trump, malheureusement, Nvidia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, je dirais, la société qui est finalement la plus avancée au monde dans tout ce qui est puces et cartes graphiques d'intelligence artificielle. Nvidia, maintenant, les Américains, et surtout depuis que Trump est arrivé au pouvoir, les Américains et Trump veulent empêcher Nvidia de vendre les puces de dernière génération en Chine. Et donc, on a vu évidemment le cours d'NVIDIA qui s'en ressentait. En parenthèse, on verra cette semaine, ils publient leurs résultats mercredi, où ils en sont. Mais si jamais NVIDIA venait à cracher parce que les résultats sont moins bons qu'attendus, ce qui a été pas le cas du tout les dernières années, ça pourrait évidemment avoir un impact très négatif sur le marché boursier américain et donc sur l'ensemble des marchés. Je dirais que la technologie va rester un secteur incontournable, donc je pense qu'il faut en avoir dans les portefeuilles, même si cette année, ils sont à la traîne pour les différentes raisons que je viens de dire, alors que de manière contraire, il y a un secteur absolument pas sexy qui est tout à fait, qui a le vent en poupe cette année, c'est les banques. Pourquoi les banques? Oui, parce que les taux d'intérêt actuellement sont bien orientés, notamment en Europe, avec le différentiel, comme on dit en taux long et taux court. Donc pour l'instant, les banques, c'est pas un secteur sexy, mais c'est le meilleur secteur en bourse. Et tant que les taux seront bien orientés, ça pourrait rester un secteur intéressant dans les prochains mois, en tout cas, par rapport notamment à la technologie. Et ça, je pense aussi que c'est une leçon qu'il faut retenir. Jamais une idée, jamais un secteur ne sera in toute sa vie ou tout le temps. Il y a des changements de paradigme, il y a des changements de... on l'a vu avec les banques, je viens d'en parler maintenant, ils sont très bons cette année, depuis le début de l'année grâce au taux notamment, mais on a vu en 2008 ce qu'il en a été pour les banques, c'était une catastrophe totale. Or à l'époque, je voyais des gens, des investisseurs, mais les banques c'est sérieux, jamais il y aura de problème. On a vu les faillites, on a vu tous les problèmes, c'était une catastrophe intégrale. Donc un secteur peut être in un jour et out le lendemain et inversement. Donc ça, je pense qu'il faut aussi retenir, il faut jamais croire qu'un portefeuille qu'on a, c'est immuable, que rien ne va changer. Non, il faut toujours bien le surveiller, ne pas hésiter à se remettre en question. Mmh. Alors, une autre tendance, Bruno, qu'on constate, donc il y a eu les Trump trades, donc
quand Donald Trump a été élu, il y a eu un engouement sur tout ce qu'il allait décider. Et puis, il y a eu l'épisode du début du mois d'avril où les tarifs douaniers ont vraiment secoué le marché très fort, et on constate que dans tout ce laps de temps-là, les valeurs européennes, l'euro, font de la résistance. Certains marchés européens font mieux que ce qui se passe à Wall Street. Donc ma question, c'est est-ce que ces jeunes investisseurs, ces nouveaux investisseurs, qui dans leur stratégie, c'était toujours tech, Wall Street en premier, est-ce qu'ils doivent se préparer à changer un peu de stratégie ? Je pense que certains ont déjà changé de stratégie. Maintenant, c'est vrai que la technologie, enfin la big tech américaine, je comprends aussi le succès qu'elle a eu ces dernières années, dans le sens où elle est autour de nous constamment. La technologie, c'est quand même quelque chose, enfin, je veux dire, entre le smartphone qu'on a dans sa poche, la plateforme sur laquelle on va faire ses achats en ligne, la voiture peut-être dans laquelle on roule ou qu'on connaît quelqu'un qui roule dedans. C'est proche, et donc les gens finalement peut-être aussi investissent dans ce qu'ils pensent connaître. Maintenant, ils cherchent peut-être aussi voir quels sont les relais, parce que comme dit Michel, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et donc il y a peut-être un moment donné où on peut sentir que ces actions sont en fait pricées à la perfection. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a commencé à sentir ici, le reflux sur les derniers mois. Même s'il faut quand même dire que voilà, il y a eu des fortes baisses et des fortes remontées. Je prends juste le cas de Nvidia par exemple, qui a rebondi de plus de 20% là sur le mois écoulé. Il avait bien descendu, et il faut quand même dire il est toujours en recul. Je pense Nvidia est en recul de 2%, quelque chose comme ça, depuis le début de l'année. Donc voilà, on sent qu'il y a effectivement un jeu de vase communicant. Et puis les gens essayent aussi de voir c'est qui les prochains bénéficiaires d'une technologie comme l'intelligence artificielle. Peut-être qu'au-delà de Nvidia, de ceux qui font le cloud, c'est peut-être aussi ceux qui fabriquent les data centers, c'est peut-être même des sociétés immobilières, type logistique, qui fabriquent maintenant aussi des data centers, et on en a même jusqu'à la Bourse de Bruxelles. Oui, pas loin de chez nous. Michel, je vous invite à suivre le compte LinkedIn de Michel. Voilà, on parlait tout à l'heure des influenceurs et des réseaux sociaux. Il y a certains professionnels de la finance qui utilisent à bon escient les réseaux sociaux, comme Michel le fait. Et la semaine passée, tu as posté un graphique qui montrait le différentiel entre les actions américaines et les actions du reste du monde. Alors, on a beaucoup parlé des ETF. D'ailleurs, je vous propose d'écouter cet extrait d'un jeune investisseur qui s'appelait Adrien, qui est passé chez nous pour nous expliquer qu'il n'investissait plus que dans 1 ou 2 ETF. Voilà, on l'écoute. J'ai un peu investi dans les actions, mais j'ai pas été très content. Donc, du coup, 1er janvier 2022, j'ai revendu toutes les actions que j'avais pour ne faire que dans les ETF. Mais alors, j'ai pas voulu faire qu'un seul ETF. J'ai fait une dizaine de lignes d'ETF parce que je trouvais qu'on avait un portefeuille qui était plus équilibré. Alors, je vous mettais cet extrait-là pour illustrer le fait qu'un des ETF les plus populaires, c'est un ETF qui investit dans un indice qui représente le monde entier de la bourse. Mais le monde entier de la bourse est, on vient d'en parler, ultra dominé par des valeurs américaines. On est autour de 60%, c'est les États-Unis dans ce type d'ETF. Et Michel, dans le graphique que tu montrais, on voyait vraiment ce différentiel, et on est peut-être, c'était sur quelques trimestres, sur 2 trimestres. Non, sur 30 ans. Donc, oui, l'ensemble du graphique, c'était sur 30 ans, mais là, on voit qu'on a fait un trimestre tout à fait. Qui montre quand même que le reste du monde performe mieux que les États-Unis. Oui, le reste du monde, et en particulier l'Europe, effectivement, avec des pays qui pouvaient être étonnants, comme la Pologne, etc., avec des pays peut-être plus exotiques, mais effectivement, on voyait vraiment le reste du monde, et vraiment les États-Unis fortement à la traîne en matière d'ETF. On pose souvent la question, qu'est-ce qui est mieux, investir dans des actions individuelles, dans des ETF ou dans des fonds ? Je dirais, il y a moyen et à manger dans chacun. Alors c'est vrai que pendant longtemps, c'était plutôt les fonds d'action qui avaient le vent en poupe, avant que les ETF ne décollent. Les fonds d'action, c'est simple, c'est un gestionnaire ou un groupe de gestionnaires qui choisissent ce qu'il semble pour eux être les meilleures actions dans lesquelles investir. Alors évidemment, il faut que le gestionnaire ou les gestionnaires soient bons. Il y en a qui sont bons, d'autres moins bons, donc ça peut avoir des influences. Alors les ETF, je dirais, c'est beaucoup plus, c'est non émotionnel. Parce qu'un ETF, c'est quoi effectivement ? Un ETF, c'est en fait un instrument qui réplique de manière tout à fait totale, à 100%, un indice boursier. Le S&P 500, le BEL 20 en Belgique, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Il y a le CAC 40 en France, par exemple. Alors,
je dirais, il y a à boire et à manger aussi avec les ETF. Pourquoi ? Parce qu'un ETF, donc, ça réplique exactement un indice. Donc, ça veut dire que si dans l'indice, une ou des valeurs ou un moment, par exemple, de gros problèmes, chute forcément, désolé, vous avez cet ETF, vous devrez garder l'ETF avec malheureusement les malades de cet ETF. Alors qu'un gestionnaire de fonds, par exemple, pourrait, lui, s'il voit que dans un certain temps, une action performe moins bien, il peut la liquider et donc se débarrasser quelque part, je dirais, d'une pomme pourrie. Donc, je dirais ça dépend. Il peut y avoir à boire et à manger. Alors c'est vrai qu'en général, un ETF est clairement moins cher qu'un fonds d'action. C'est vrai, entre nous, j'ai travaillé pour différents intermédiaires. Je le disais même en interne, quand je vois qu'on vend des fonds avec 5% droit d'entrée, faut arrêter de rigoler, quoi. C'est pas sérieux, quoi, hein, sans compter les frais annuels. Donc voilà. Donc un ETF, ça peut être très bien. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi une évolution les dernières années dans les ETF. De plus en plus, maintenant, il y a des ETF dits actifs. Je dis, normalement, un ETF, c'est quoi ? C'est passif. Donc, ça réplique de manière, excusez-moi, bête et méchante, un indice boursier. Mais de plus en plus, vu qu'effectivement, que des ETF ont parfois été entraînés vers le bas à cause de quelques pommes pourries, il y a maintenant des ETF actifs où on peut, disons, serrer un peu plus. Alors là, évidemment, ça se rapproche plus d'une gestion de fonds classique. Alors là, il n'y a plus que les frais qui comptent. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le temps, pas l'envie, etc., un ETF, c'est très bien, hein, en termes d'investissement, ça évite des gros tracas. Alors évidemment, il faut voir après quel type d'ETF on va acheter. Est-ce qu'on va acheter un ETF global, par exemple un ETF monde ou un ETF américain ? Il y a aussi des ETF par thématique, par exemple. Si on croit beaucoup justement dans l'intelligence artificielle, oui, on va acheter un ETF. Alors c'est vrai, maintenant de nouveau, sans être cynique, vu ce qui se passe de manière géopolitique depuis 3-4 ans avec l'invasion de la Russie, c'est clair que le secteur de la défense a le vent en poupe. Et maintenant, ont été créés des ETF défense. Vraiment, je trouve qu'ils sont assez intéressants. Des ETF défense États-Unis. Il y a même un ETF défense OTAN maintenant, ou un ETF défense européenne qui va être créé avec des sociétés comme Thales, Rheinmetall, Leonardo, etc. Ça peut être des thématiques fort intéressantes. Parce que voilà, la défense, je dis de nouveau, je ne suis pas militariste du tout, hein, mais malheureusement, on le voit avec l'invasion de la Russie, on le voit avec les différents gouvernements, notamment en Europe, qui sont en train de se réarmer massivement. On le voit avec l'Allemagne qui va construire des centaines de milliards pour se réarmer, la Pologne, etc., la France. Toutes ces sociétés vont devoir acheter de l'armement. Donc les sociétés de défense, dans les portefeuilles, je pense que les prochaines années, ça pourrait être une thématique intéressante. Mais c'est compliqué, effectivement, de voir en termes de pricing maintenant. Il y a certains qui sont très chers. Hein. Rheinmetall a gagné 200% sur l'année. A priori, c'est un peu cher. Donc, tandis qu'un ETF défense pourrait être intéressant, par exemple. Michel n'est pas militariste, mais c'est un grand gamer. Et donc, il y a aussi des ETF pour se positionner sur ce type de secteur-là. Oui. Et justement, j'allais poser la question à Bruno. Je te vois tous les jours suivre les marchés et on se rend compte que, par exemple, quand on veut parler de la thématique de la défense ou de la thématique du gaming, c'est qu'en fait, on a les terminaux Bloomberg à la rédaction. On ouvre ça, c'est comme un océan d'informations avec plein de ficelles comme ça où on dit ah oui mais ça joue sur la valeur, ça joue sur la valeur, ça joue sur la valeur. Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans ce suivi de l'actualité financière ? Plein de choses. D'abord c'est une grille de lecture peut-être aussi sur le monde. Donc c'est vrai que à travers on parle de Trump beaucoup, de la géopolitique, on voit directement que ça a un effet sur le marché. C'est un peu je dirais la croisée du système nerveux et du système sanguin. En fait, dans un corps, ce sont les marchés financiers. Donc, c'est une grille de lecture vraiment très intéressante. Et puis, c'est aussi une manière de voir... là où les gens mettent leur argent, ça dit quand même beaucoup de choses. Là, on a parlé ici de la Big Tech. Ça dit beaucoup de choses sur notre société. Le fait qu'on se retourne vers l'Europe, ça dit sans doute aussi beaucoup de choses sur notre société. Est-ce que c'est motivé politiquement ? Je pense pas nécessairement, mais il y a peut-être un aspect aussi, les États-Unis ne font pas rêver de la même manière qu'avant. C'est plus le même soft power qui les a portés depuis que Trump est au pouvoir. Et donc il y a peut-être même une petite crise de confiance à l'égard de certains actifs américains qui profitent peut-être aujourd'hui à l'Europe. Donc voilà, ça c'est des choses... avec la grille de lecture des marchés financiers qu'on voit au jour le jour. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à Trump. J'avais posé la même question aussi par rapport aussi à votre parcours, parce que vous êtes récemment pensionné, mais vous suivez encore
encore plus peut-être même l'actualité financière avec assiduité. Ben oui, mais je dis souvent, je suis passionné par définition, passionné par beaucoup de choses, dont le gaming justement. J'ai pas l'air, mais je suis un grand gamer. Je sais pas mal, j'ai un beau matériel. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Nvidia à l'époque. Je dirais, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, je savais, quand je choisissais mon matériel, qu'ils avaient les cartes graphiques considérées comme les Rolls-Royce dans le domaine. Et quand je les ai vus évoluer, je me dis, ok, ça à mon avis c'est bon. Donc j'ai acheté l'Nvidia il y a pas mal de temps. Mais je dirais par rapport à Trump, je trouve en fait ce qui est interpellant avec lui, c'est pas qu'il prenne des mauvaises décisions, c'est qu'il change tout le temps de décision. Je dirais, il n'y a rien de pire pour les marchés financiers et les sociétés, notamment côté, et les investisseurs que, disons, l'imprévisibilité. Pourquoi ? Parce que l'imprévisibilité, on ne sait pas où on va. Je dirais à la rigueur, je vais être très clair et très binaire. Si maintenant Trump ne prenait que des décisions mauvaises et s'y maintenait, ok, on sait ce qu'il faut faire. Les sociétés savent ce qu'elles doivent faire. S'il prenait des bonnes décisions, on sait ce qu'il faut faire. Mais ici, le problème, c'est qu'il prend une bonne décision, puis il change d'avis, il n'arrête pas. C'est l'incertitude totale. Il n'y a rien de pire sur le marché boursier. Donc on voit les sociétés maintenant qui gèlent, qui arrêtent leur investissement, n'engagent plus, voire qui licencient, parce que c'est la prévisibilité totale, c'est l'incertitude. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Donc je dirais, tant que Trump dansera sur un pied, puis le lendemain sur l'autre, voire même sur les deux pieds sur la même journée, ça va être compliqué. Donc là, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se précipiter sur les idées. Et je dis souvent aussi, j'adore les métaphores, si on va à la chasse, il faut toujours garder quelques munitions. Il faut toujours garder quelques munitions et toujours garder une poche de liquidité. Parce qu'il y aura toujours des opportunités sur le marché, et notamment et en particulier quand on voit les marchés tels qu'on l'a avec Trump. Alors je vais avouer, très honnêtement, depuis l'accession de Trump au pouvoir, moi, j'ai augmenté sensiblement ma poche de liquidité. Et donc c'est un réflexe peut-être qui a été confirmé par ce qui s'est passé au Covid, de garder assez de munitions. Voilà, exactement. Donc quand on a commencé à parler du Covid, je lisais pas mal, je continue toujours à lire pas mal, et je voyais qu'il y avait commencé à avoir des inquiétudes avec des économistes qui prévoyaient la fin du monde. J'avais aussi liquidé assez bien mes positions au début d'année. Et quand les marchés ont craché fin mars, début avril, là, j'ai beaucoup plus. Je vous dis, j'ai acheté des Microsoft, des Nvidia, etc. Et maintenant, je m'en réjouis, quoi. Alors bon, de nouveau, je suis pas non plus un gourou. Je me suis aussi trompé durant ma vie. Mais en général, ça s'est plutôt bien passé. Et puis qu'il vaut mieux avoir des liquidités maintenant en euros qu'en dollars, apparemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Merci en tout cas pour vos éclaircissements, vos réponses. On va tout de suite passer à la dernière partie de ce podcast. Donc, comme vous pouvez le lire, c'est la partie qu'on appelle les questions des trackers de l'écho. Alors, chaque épisode, pour nous, c'est l'occasion de donner la parole à nos invités et surtout de les titiller, de les pousser à poser une question à nos auditeurs. La parole est à présent presque à vous parce qu'on a encore un dernier sondage à vous poser. On va vous poser la première question au tracker. On va essayer de créer ce qu'on appelle un nuage de mots en vous demandant très simplement quel sera votre prochain investissement. Alors, ça peut être des classes d'actifs, actions, obligations, ça peut être des œuvres d'art, des montres, ça peut être des noms de produits financiers. Je vois que BYD est déjà BYD, c'est un constructeur de voitures électriques. ETF Défense, parce que le gourou Michel à côté de moi vient d'en parler sans doute. Moi, c'est très bien, investir dans soi-même. Je vois Roularta dedans, ça va plus être possible pour longtemps. Ouais, Roularta, je pense que c'est une blague. Kinépolis, très bien. Alors, je vais vous lancer le micro. Je vous le disais à l'intro, au propre comme au figuré. Je ne sais pas qui a une question à poser. On attrape bien le micro et on parle bien au centre du micro. On n'a pas parlé de l'or. C'est un thème quand même qui est fort à la mode, relativement prisé. Et donc, quel est votre avis sur l'évolution de l'or d'abord en tant qu'investissement matière, mais également, deuxième question, quelle est l'incidence des ETF sur l'or par rapport au marché traditionnel ? En fait, c'est vrai, c'est une très bonne question. J'ai donné 2 conférences les derniers mois sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'effectivement, vous le savez probablement, le cours a monté pas mal depuis maintenant 2-3 ans.
Et on se demande jusqu'où ça pourrait aller. Alors, il faut savoir que, en fait, la production d'or par an, c'est à peu près 4000 tonnes. Ça ne change guère d'une année à l'autre. La demande, par contre, ça évolue plus fortement. Et ce qu'on a remarqué depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'en fait, l'or est essentiellement consommé pour la bijouterie et l'orfèvrerie. Mais il faut savoir aussi que les banques centrales, donc chaque pays a une banque centrale, on en a en Belgique, il y a 180 banques centrales dans le monde. Les banques centrales achètent aussi de l'or pour, comme on dit, diversifier leurs réserves monétaires. Alors il y a 2 choses. C'est qu'on voit d'abord depuis 10 ans que les banques centrales achètent de plus en plus d'or et c'est pas étonnant du tout. Il y a 2 banques centrales qui achètent beaucoup plus d'or que les autres depuis maintenant 2-3 ans. La Russie et la Chine. La Russie et la Chine. Et pourquoi est-ce que la Russie et la Chine achètent de plus en plus d'or ? Ils veulent, excusez-moi le terme technique, c'est dédollariser leurs réserves, c'est-à-dire leurs réserves monétaires soient moins en dollars, moins dépendantes du dollar. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, notamment avec Trump, vu ses politiques, être trop lié aux États-Unis, c'est probablement pas une bonne chose. Donc la Russie et la Chine sont en train progressivement d'avoir de moins en moins de dollars et de plus en plus d'or. Alors aussi, un point intéressant que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que si vous voulez, dans le monde, sur les 180 banques centrales qui existent, la moyenne de détention de l'or dans leurs réserves, c'est 16%. Donc ils ont 16% d'or à peu près de leurs réserves. La Chine a 4%. Alors que c'est eux qui ont en masse la plus grande réserve. Donc il est, je dirais, logique, voire cartésien, que progressivement la Chine continue à accumuler de l'or et comme ils ont d'énormes réserves, bon, évidemment, c'est comme tout actif financier, il y aura des hauts et des bas, mais je pense que l'or sera, disons, un trend haussier, d'autant plus que, c'est vrai, je ne vais pas vous faire l'injure, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, depuis la poudrière que est devenue le Proche-Orient avec Gaza, Israël, etc., on voit que l'or retrouve aussi de plus en plus son statut de valeur refuge. Et donc là aussi, probablement et on voit que les particuliers achètent de plus en plus de l'or. Et intéressant évidemment, via les ETF. Avant, c'est vrai, on achetait beaucoup de l'or en pièces, des Napoléons, des Krugerrand, etc., ou via des lingots. Mais de plus en plus, les gens, et c'est logique, achètent des ETF. Pourquoi ? Parce qu'un ETF, c'est comme une action. On l'achète, on le vend, on peut le faire sur la journée, etc. C'est très facile, ça ne prend pas de risque. Parce que maintenant, le problème, notamment en Belgique, c'est que les banques refusent d'acheter ou de vendre de l'or. Avant, ils devaient faire venir de l'or via un camion blindé, en lingots, en pièces, etc. C'était risqué, il fallait le stocker chez soi. Risque évidemment. Un ETF en or, un ETF physique, parce qu'il y a des synthétiques, mais un ETF physique, évidemment, vous n'avez pas ce risque, c'est très facile. Donc, on dit souvent que dans un portefeuille bien diversifié, il n'y a pas de règle écrite, mais 3, 4, 5% en or, c'est une bonne stratégie. Alors moi, je ne peux pas vous donner de conseils, je ne suis qu'un simple journaliste. Je peux juste vous conseiller d'écouter un des derniers Tracker Talk qu'on a fait sur cette thématique. On a invité le stratégiste d'ING et on a aussi invité un vendeur d'or physique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Et est-ce qu'on m'entend ? Oui. Merci Salim. Reconnaître cette voix. Tout à fait. Donc je pense à Michel qui a connu pas mal de crises et en fait j'en ai connu quelques-unes aussi, puisque j'ai acheté mes premières actions à 8 ans. Donc c'était le titre du tracker. C'est ça, un ancien invité de l'émission. C'est ça, et en fait c'est plus une réflexion, mais on parle toujours de timing et du bon moment pour acheter une action. Au final, moi c'est un peu plus ma philosophie, c'est plus le pricing. À partir du moment où on peut faire une valorisation d'une entreprise et l'estimer à sa juste valeur, par défaut en fait on va avoir le bon timing. On va pouvoir trouver les bas, on va pouvoir trouver les hauts. Et pour faire la réflexion sur la bulle Internet, je pense que Michel, tu disais 300, un multiple de 300 pour certaines valeurs technologiques. Aujourd'hui, Tesla, c'est 192. Exact. Et c'est pour ça que Tesla, en parenthèse, j'y crois pas du tout depuis quelques années. Et vu les problèmes qu'ils ont maintenant, ils ont à nouveau un double problème. D'abord, l'attitude de Musk, malheureusement, qui fait que des gens ne veulent plus acheter des voitures de quelqu'un qui paraît ou qui est d'extrême droite. Et puis, il faut bien avouer, les Tesla, technologiquement, actuellement, sont de plus en plus dépassés. Justement, on parlait de BYD tout à l'heure. Mais il n'y en a pas que. Il y a 15-20 producteurs de voitures électriques en Chine qui sont bien meilleurs technologiquement et moins chers que les Tesla. Donc, Musk a vraiment un gros problème. Il vient d'annoncer maintenant qu'il allait nettement moins s'occuper de Doge, le fameux ministère de l'économie américaine, pour faire des économies.
Mais franchement, bon courage, parce que je pense que vraiment Tesla dans de mauvais draps. Et effectivement, un price earning de 170 ou 180, c'est délirant. J'explique souvent de manière didactique. Price earning, c'est quoi? En fait, c'est je dirais la durée de vie que vous auriez d'un investissement. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous avez un cours d'une action qui est de 100 et un bénéfice de 5, ça veut dire qu'un bénéfice inchangé, 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc, il vous faut 20 ans pour récupérer votre investissement. C'est très, ici c'est, j'irais très plat comme synthèse, mais voilà, il vous ferait 20 ans pour récupérer votre investissement. Comment voulez-vous récupérer un investissement à 172 ans à moins d'être Mathusalem? C'est impossible. Donc il y a un moment où les pricing sont complètement délirants, surtout pour des sociétés qui n'ont plus la croissance. Donc effectivement, là, moi, Tesla, j'ai un gros problème avec cette société-là. C'est ça. Et BMW qui est aujourd'hui à 7, pas de conseil là-dessus, mais je veux dire... Voilà, on parle de technologie, on parle de traditionnalisme dans l'auto, oui. Qui passe dans l'électrique certes, mais avec peut-être des valorisations plus oui, justement là il faudra voir, il y a deux choses. Effectivement, BMW, ils sont mieux positionnés, c'est clair, que Tesla en termes de pricing, mais en termes de technologie électrique, ils sont moins, disons, avancés que les Chinois. J'ai lu encore récemment un article spécialisé. Dans certaines technologies de voitures électriques, les Chinois ont 10 ans d'avance sur les Européens ou les Occidentaux. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je dirais, il y a à boire et à manger, mais c'est clair que oui, BMW à 7, c'est pas très cher. Bon, aussi, maintenant, il faut voir évidemment ce qui va se passer avec les droits de douane, parce que c'est clair aussi que le secteur automobile est un des plus impactés si les droits de douane sont réellement effectués. Donc, je dirais que, voilà, il faut voir par rapport à ça. Oui, tout à l'heure, Bruno, on parlait de tout ce qu'on avait vu là avec le post-Covid. Clairement, Tesla est un peu cette valeur qui symbolise cette hausse sur 2020-2021 démesurée. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on calcule un vendeur de voitures électriques ou est-ce qu'on calcule la personne qui va tous nous amener sur la Lune Oui, alors effectivement, la façon dont est valorisé Tesla ne tient pas tant compte du price-earning ratio, du ratio cours-bénéfice. Sinon, effectivement, c'est vrai que c'est effrayant à quel point c'est valorisé. Et surtout si on compare, par exemple, par rapport à BMW. Maintenant, voilà, peut-être que certaines valeurs n'ont pas une très haute valorisation, aussi pour des raisons qui se défendent, qui sont justifiées. Concernant Tesla, ce qu'il y a effectivement, c'est qu'il y a un pari sur l'avenir, un énorme pari sur l'avenir. Donc, pour les gens qui achètent du Tesla, souvent vont vous dire « oui, mais on n'achète pas un constructeur de véhicules électriques, on achète bien plus que ça ». Et c'est ça l'espoir que suscite Tesla. Alors, je ne suis pas ici du tout pour justifier, mais pour qu'on comprenne, c'est notamment tout le développement, c'est le fait que les voitures sont déjà remplies de logiciels, qu'elles reprennent des données. Donc il y a déjà cet or-là qui sont les données des gens. Il y a tous les projets des robotaxis. Et donc en gros, si vous imaginez que demain, toutes les Tesla qui sont sur Terre puissent être utilisées pour faire taxi chez les gens et que vous, en tant que détenteur d'une Tesla, vous auriez une part pour vous et qu'il y a une part qui revient aussi à Tesla, on peut imaginer que c'est un tout autre business, évidemment. Maintenant, avant qu'on y soit, il y a sans doute pas mal d'obstacles aussi, et c'est peut-être aussi rêver monts et merveilles. Voilà. Et après, c'est une question aussi qui permet de rappeler que en finance, on utilise beaucoup les chiffres, on fait beaucoup de calculs, et ça aide aussi à diriger ses choix. On va prendre encore une dernière question, si c'est possible, plus vers l'arrière de la salle, et jeter le micro par là-bas, parce que je suis pas très très bon au lancer de micro. Ah bah voilà, super. Bonsoir Salim, merci beaucoup Bonsoir. pour l'émission. Et j'avais juste une question pour Michel. Je souhaiterais en fait connaître votre opinion sur la taxe sur les plus-values à venir. Est-ce que vous pensez qu'elle risque d'avoir un impact sur les jeunes investisseurs ? Je dirais, très honnêtement, ça ne m'inquiète pas des masses. D'abord, il faudra d'abord voir quand elle va être instaurée et dans quelles conditions, parce qu'on a vu que ça va être extrêmement compliqué de savoir à partir de quel moment on va calculer la plus-value, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais en travaillant en gestion de fortune, bon courage au gouvernement pour calculer cette fameuse taxe. Je ne sais pas comment ils vont faire, très honnêtement. Alors, par ailleurs, bon,
Ils avaient l'air de dire, parce que c'est nouveau, c'est pas encore coulé dans le béton, qu'il y aurait des exonérations pour les petits investisseurs, donc particuliers. Il y aurait des exonérations aussi au niveau des montants. Donc voilà, je ne m'inquiète pas des masses. Surtout, moi, j'ai toujours eu comme principe, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais personnellement, quand j'investis en bourse, moi, il y a différentes, vous savez, manières d'investir. On achète au cours, avec des stop-loss, etc. Personnellement, je n'ai jamais acheté une action avec un stop-loss, jamais. Donc, quand je suis convaincu qu'une action ou un secteur est bon, je dirais, peu importe quelque part le prix, au moment où je vais l'acheter, je l'achète. Je ne vais pas chipoter, excusez-moi, pour 1 centime, pour 1 euro ou 1 dollar, etc. Je l'achète et je me dis, voilà, d'après ce que j'ai étudié, d'après ce que je pense sur la valeur, sur le secteur, etc., le potentiel est plus ou moins d'autant, eh ben, je l'achète et je vais le garder jusqu'à ce que le potentiel soit atteint. Donc, je n'ai pas non plus vraiment d'horizon de placement. Même si, évidemment, on dit souvent, et c'est vrai qu'en bourse, il faut avoir un horizon long terme. C'est clair qu'il ne faut jamais investir en bourse de l'argent dont on a besoin à court, moyen terme. Il faut plutôt considérer que c'est pour le long terme, parce qu'il peut y avoir des forts retournements de situation, des crashs. Certains crashs se passent vite, certains sont très longs. Hein. Le crash de 29, il a fallu 25 ans pour revenir aux cours initiaux. Il y a eu des crashs très courts. Le crash éclair de mars-avril 2020. D'autres crashs, c'est 5-6 ans. Les crashs, par exemple, de 2000 ou 2008, ça a été 5-6 ans. Par contre, le crash que j'ai connu aussi de 1987, en 1 an, c'était terminé. Donc voilà. Donc j'irais, il faut vraiment investir sur le long terme. Et j'irais, oui, comme l'ont dit différentes personnes auparavant, il faut garder le sang-froid. Et c'est vrai que personnellement aussi, comme disait Morgane tout à l'heure, pour d'autres instruments, voilà, depuis longtemps, par exemple, j'ai investi dans l'épargne pension. Je n'ai jamais investi l'épargne pension en une fois, mais j'ai toujours investi en coupant en 12. Comme ça en moyenne, et c'est beaucoup plus intéressant à terme comme pricing d'avoir un prix moyen réparti, parce qu'évidemment on ne peut pas préjuger de l'évolution des hauts et des bas, et donc le prix moyen est une technique tout à fait intéressante et intelligente. Petit avis politique, monsieur Ravescott ? Non, pas d'avis politique, moi je travaille au service investir. Eh bien, c'est l'heure de vous remercier, Bruno, Michel, Morgane et Adriane. D'ailleurs, vous pouvez venir, on va prendre une belle photo. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues nous écouter en direct ce lundi ou en différé chaque jeudi sur le site et l'app de l'Echo, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. J'ai encore quelques merci importants en stock. Premièrement, à l'attention de toutes les personnes qui œuvrent en coulisses à l'Echo pour que le podcast Tracker puisse exister, grandir. Donc merci à Julie Garrigue, la réalisatrice du podcast, Ondine Oueres, journaliste au Brief, Carole de c'est une private joke, Carole Derix et Élise De Villers, ainsi que tous mes collègues du service Investir au Journal de l'Echo. Merci aussi à Lisbeth, Serge et Rudy pour l'organisation de l'événement de ce soir. Et merci surtout à nos auditeurs, aux membres de la communauté Les Trackers de l'Echo sur les réseaux sociaux, qui font vivre donc ce podcast qui suit celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Venez, on va prendre une photo. On va prendre une photo avec vous. Donc on va mettre la lumière sur vous.